pile à l'heure, 12h15. C'est génial. Ça, exactement. On est tombé pile poil comme il fallait aujourd'hui. Ouais, pile. Alors, si vous nous rejoignez, venez nous faire un petit coucou, venez nous dire bonjour. On aime bien savoir quand vous êtes là. Faites-nous un petit coucou. Et si vous êtes un Facebook user, mettez-nous votre prénom. C'est toujours plus agréable. Et pareil, donc si vous nous regardez en replay, replay salut, replay coucou, replay bonjour, replay ce que vous voulez. On s'en fiche du moment que on sait que vous êtes là et que vous nous voyez. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc moi c'est Nico, c'est Céline. On a une mission qui est d'aider les web entrepreneurs, les infopreneurs et les formateurs, sans doute comme toi qui est en train de nous regarder là, à transformer la vie des gens. Des milliers de gens, des milliards de personnes. En tout cas, tu sais que tu peux les aider et que tu as un message fort à leur apporter, une formation qui peut venir résoudre les problèmes qu'ils rencontrent. Et donc, nous, on vient t'aider à accomplir ce rêve, d'accomplir cette mission, cette passion, et d'une façon relativement simple, et de t'aider à le réaliser au plus grand nombre. Ouais, voilà. Donc, c'est ça, toucher un maximum de personnes. Souvent de chez soi ou de son bureau, tout dépend comment vous travaillez, et pouvoir vivre de son expertise et vivre confortablement de la vente de ses formations, c'est important. Alors, on vous remercie encore, toujours. Vous êtes de plus en plus nombreux encore. La communauté s'agrandit. On a encore pris quelques nouvelles membres cette semaine. Ouais. Ça a l'air d'être plutôt constant. Donc, merci à vous. C'est un groupe pour vous, même si on l'anime beaucoup. On espère que ça vous apporte plein de valeur. Et aujourd'hui, le thème qu'on voulait partager avec vous, c'est autour des émotions et ce qu'on apporte. Pourquoi est-ce qu'il faut faire vivre des émotions? Qu'est-ce qu'une émotion et comment on peut faire ça? Comment on peut faire amener ces émotions-là dans la formation? Mais ça peut être utilisé autre part. Mais en tout cas, nous, on s'est concentré aujourd'hui sur la formation principalement. Alors, moi, je tiens à préciser un truc peut-être avant de commencer, c'est on parle d'émotions en formation et peu importe le format de la formation. Que ce soit que vous animiez une formation en présentiel, donc avec des gens qui viennent en salle pour se former, ou que vous fassiez ça à distance par l'intermédiaire d'une classe virtuelle, donc où vous voyez les personnes, ou même en e-learning, où les personnes ont des vidéos, souvent des vidéos à regarder ou des textes à lire. Ou des exercices à faire. Tous les formats de formation peuvent générer des émotions. Il ne faut pas se bloquer, se dire « Ah, machin, mais moi j'ai envie de créer une formation e-learning. » Il n'y aura pas d'émotion. Il n'y aura pas d'émotion. C'est sûr que si on se met dans cet état d'esprit, c'est sûr que la formation e-learning n'aura pas d'émotion ou ne générera pas d'émotion. Et qu'elle sera chiante à mourir. Et voilà, bien se dire que peu importe votre format, on s'en fout, l'émotion, elle est partout. C'est ce que je voulais dire, la petite parenthèse. Pardon, vas-y. Non, oui, c'est important se dire qu'il n'y a pas un format de formation particulier qui amène plus d'émotions que d'autres. Parfois, c'est des émotions qui sont différentes ou des ressentis qui sont différents. Et donc, forcément, le fait de les amener est peut-être différent. Sachant que les émotions sont importantes pour l'apprentissage. Je ne sais pas, pour ceux qui ont fait des formations il n'y a pas très longtemps, FPA, tout ça, peut-être des formations de formateurs il n'y a pas très longtemps, qui utilisent les neurosciences. En tout cas, on s'est rendu compte depuis quelques années maintenant que c'est un moteur important pour la rétention de ce qui est apporté en formation. Donc, plus la personne a des émotions, plus elle va retenir le moment où elle a eu ces émotions. Et c'est bien les deux qui sont liés ensemble. C'est-à-dire que si vous apportez une émotion, il faut le faire à un moment bien précis par rapport à un apprentissage. Et la personne va retenir beaucoup plus facilement et à long terme ce qu'elle aura obtenu.
Ouais, alors il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, justement pour prouver que quand on lit un message clé de sa formation, ou de son apprentissage, ou peu importe comment vous l'appelez, mais un élément clé de ce qu'on veut transmettre, quand on lit ça avec une émotion, en fait, la rétention, elle est beaucoup plus grande que quand on fait juste que dire la chose. Imaginez par exemple, moi le message c'est venez au live. Je vais vous dire salut, moi c'est Céline, venez à mes lives. Ok, bon super, vous avez un petit, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Alors que si je vous procure une émotion avec ça, si je vous dis, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait procurer comme émotion dans venez au live. Après, ça dépend comment tu le communiques. En fait, le but c'est d'amener. Si tu racontes une histoire, par exemple, ouais, oui. Si tu fais faire un concours ou si tu mets en lumière tes apprenants c'est une bonne idée, ou les participants, c'est sûr qu'ils vont vivre quelque chose d'émotionnel plus fort. Ouais. Et par rapport à ça, en fait, c'est ce qu'on appelle l'empreinte mémorielle. Et du coup, cette empreinte mémorielle est forte puisqu'on associe différents éléments dans notre mémoire. Et c'est relativement simple, en fait. On peut poser une question simple à notre auditoire. Pour ceux qui nous regardent, là, je voudrais que vous me répondiez par oui ou non dans le chat. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir d'un événement où vous n'avez eu aucune émotion et aucun ressenti, en fait? Quel est le dernier événement? Quelle est la dernière information que vous avez obtenu, pour lequel vous n'avez eu aucune émotion? Est-ce que vous arrivez à vous en souvenir? Est-ce que vous arrivez à vous remémorer ce que était l'information qui vous a apporté aucune émotion et aucun ressenti? En tout cas, personnellement, j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'arrive à me souvenir des moments forts, qu'ils soient négatifs ou positifs. C'est-à-dire que ça m'apporte du plaisir ou qu'au contraire, ça m'apporte du désagrément. Ouais. Alors ça, on l'utilise aussi, et je trouve que c'est lié en marketing. Je sais pas ce que tu en penses, mais tu sais, dans les pubs, tout ça, quand on regarde les pubs, par exemple, il y a eu la pub Bouygues qui a été vachement bien faite aux périodes de Noël avec le papa qui a un enfant. Il regarde par la vitrine et puis il y a une musique qui passe, tout ça, il se met à danser et tout. Et puis on le retrouve plusieurs années plus tard, genre 15-20 ans après. Et du coup, son fils est grand, son fils est lui-même papa. Et il habite loin et du coup, ils font plus Noël ensemble. Et le fils offre au papa un téléphone avec la musique qu'il entendait quand il était petit. Et c'est vrai que ça, on regarde la pub, on se dit « Oh, c'est mignon !» Et du coup, même plusieurs années après, on s'en souvient encore. Ou comme le petit qui mangeait des trucs au chocolat, là. Je sais plus ce que c'était avec Maurice, là. C'est Boris. C'est la faute à Maurice, il mangeait les mousses au chocolat. Ouais, Maurice arrête de manger les chocos, je sais plus quoi. Mais c'était rigolo et tout ça, en fait, c'est des émotions qu'on nous procure par l'intermédiaire de pubs et qui nous font nous souvenir de la pub. Nous souvenir de la pub et donc du produit, etc. Ouais. Et ça marche aussi pour nos formations. Si on arrive à amener, que ce soit à la vente de la formation ou que ce soit lors de la réalisation, la livraison, entre guillemets, l'animation de la formation, il faut réussir à faire la même chose parce que si les gens ont des émotions pendant la formation et qu'ils se souviennent des choses, pareil, ils vont revenir. Si vous avez d'autres choses à proposer, ils vont revenir en fait. S'il y a d'autres formations, il y a des chances qu'ils reviennent. C'est clair, ça me fait penser au fameux tu peux te brosser Martine aussi. J'en ai plein comme ça, j'en ai plein en stock. Ouais, souvent en fait, c'est le plaisir. On va retrouver plutôt le plaisir, la joie qui est procurée par la publicité, le fait que ça nous fasse sourire, que ça nous amuse, qui va faire qu'on retient. Mais c'est pareil en formation en fait. Si vous amenez des moments rigolos dans ce que vous faites, des anecdotes qui amusent les personnes, ils vont retenir ces anecdotes. Et donc, ça aide, en fait. La frustration aussi, parfois un bon moteur.
Souvent, quand on fait faire des petits exercices où c'est compliqué, c'est difficile, où la difficulté croît, et donc le challenge étant de plus en plus important, si j'ai un esprit compétiteur, j'aime pas rester sur, entre guillemets, un échec, de pas réussir à trouver la solution, et du coup, je vais m'investir encore plus. Alors, il y a un exemple que je voudrais vous donner. Des fois, en formation, on peut trouver le petit gars ou la petite nana, hein, peu importe. La petite garce, quoi. C'est le féminin de gars. Mais rien à voir. Si, c'est le français, désolé. Le féminin de gars, c'est garce. Bon, quoi qu'il en soit, dans sa salle de formation, donc généralement, c'est celui qui va être au bout de la salle. De préférence le plus proche possible du radiateur, où il fait bien chaud, hein, en hiver, ou de la fenêtre en été, hein, où on va pouvoir... Ou les deux. Ou les deux, parce que souvent on met les radiateurs sous les fenêtres, c'est vrai. Donc c'est la double place qui... la place est chère, en fait. Ouais, c'est ça. Et qu'on va retrouver généralement comme ça, un petit peu accoudé au mur. Il essaye de se retenir comme il peut, ou à la table, ou peu importe. Et ça va être celui qui garde son bomber en hiver pour être bien au chaud, pour pouvoir continuer un petit peu sa sieste, ou voilà, celui qui tient sa tête comme ça et qui attend désespérément. Ou qui regarde son téléphone, ou qui regarde par la fenêtre. Ouais, ou qui regarde le téléphone, qui regarde par la fenêtre, les petits osios. Et qui va passer un temps comme ça incroyable, sans activité aucune, à écouter un formateur qui va enchaîner ses slide après slide, qui aura fait un travail de titan sur une présentation qu'il va lire. Parce qu'il y a toutes les choses importantes, il y a tous les points clés, il y a tous les chiffres, tous les trucs compliqués qu'il fallait mettre dans ces fameuses slides. Qui sert aussi de support, qui donne aux gens. Oui, tout en un, en fait. C'est la totale, en fait. Voilà. Tu te retrouves avec des slides avec 1600 mots par slide. Ouais. C'est un roman, en fait. Et qui est hyper compliqué en tant que formateur à lire, et c'est un exercice hyper compliqué à faire. Et à faire vivre ces slides, quoi. Et en tant que participant, c'est hyper compliqué de rester éveillé et concentré pendant autant de temps. Et du coup, dans ce cas de figure, en fait, le seul moment salvateur qui peut se passer dans la journée, c'est les moments de pause. Où on se dit, chouette, déjà, on met notre corps en mouvement, on se lève, on se bouge. On va chercher peut-être le petit gâteau, le café, le jus d'orange qui est mis à disposition. On va s'aérer, on va fumer une cigarette si on est fumeur, on va vapoter ou juste prendre l'air, hein, ça marche aussi. Et c'est le seul moment, en fait, de bien, de positif dans la journée qui amène un peu de joie. Et du coup, ces gens-là, on va les retrouver plusieurs jours, plusieurs semaines après leur formation. On va leur demander qu'est-ce qu'il y avait de bien à ta formation. Et dans 75% des cas, il va vous répondre le buffet. Le buffet, le repas, la pause, le café, le temps qu'il a eu avec les autres. Alors, soit vous avez de la chance et le buffet était merveilleux, donc vous allez entendre parler des petits pains pendant 2 semaines. Ou soit il était dégueulasse et vous allez en entendre parler aussi pendant 2 semaines. Mais ça va être la seule chose qui aura procuré une émotion chez votre participant. Si, l'ennui est une émotion forte. Du coup, il s'est ennuyé. Il va se souvenir qu'il a eu une formation ennuyante. Ouais. Il va pas se souvenir du contenu. Ouais, il va pas se souvenir du contenu. Par contre, il va se souvenir du formateur, qui était ennuyant, souvent. Ouais. Et puis, quand il va discuter avec les autres personnes, donc si c'est quelqu'un qui vient de l'entreprise, il va discuter avec ses collègues. Et là, les autres, ils vont lui poser la question, c'était bien ta formation, etc. Là, les retours vont être relativement intéressants. Tu disais, le buffet était bien. Le buffet était super. Et la formation Alors, le contenu, je me souviens plus, mais par contre, le formateur, il était nul. Quoique, pas tant que ça, en fait.
Parce que souvent, il faut quand même reconnaître ça, ces formateurs, souvent c'est des consultants formateurs ou des formateurs consultants, c'est pas forcément des formateurs Ouais, à temps plein. à temps plein, etc. Ils font ça comme activité secondaire. La seule chose qu'il faut leur connaître, c'est qu'ils savent qu'il faut être un bon orateur quand on fait ça. Et donc, ils vont essayer de jouer là-dessus. C'est-à-dire que c'est l'effet oration, la narration qu'ils vont utiliser qui va amener potentiellement ces ascenseurs émotionnels sur les slides qu'ils apportent. Souvent, ceux qui sont bons orateurs vont raconter des anecdotes, vont raconter des histoires autour des slides qui sont relativement chargés. Et là, on reconnaît, et souvent les gens auront quand même passé un bon moment en écoutant ces narrations, mais ils auront quand même du mal à se souvenir du contenu. Et surtout, sur la durée de la journée, c'est... Pour le formateur, c'est vachement... C'est physique, hein. Ouais, il faut, pour le coup, mettre plein d'énergie pour pouvoir relancer l'attention sans arrêt avec des nouveaux petits trucs pour pouvoir garder les gens à nous regarder et nous écouter, raconter nos histoires. On est plutôt un conteur dans ce cadre-là qu'un formateur. Mais... Et ben justement, en parlant de conteur, donc, alors nous... On sait qu'il y a toujours une partie de la formation où il faut expliquer les choses, il faut être présent et il faut donner. Il faut être là, il faut expliquer, mais il y a plein d'autres parties de la formation où on peut mettre en action et même en expliquant, on peut aussi mettre en action son participant. Mais sur les parties hyper théoriques, qui demande une explication. Moi, je sais que avec Nico, on aime bien utiliser une technique, c'est la technique du storytelling. Donc, le storytelling, en gros, c'est l'art de raconter des histoires. Donc, c'est un art qui est utilisé depuis la nuit des temps. Je veux dire, ça nous a pas attendu avant de faire apparition. Et qu'on retrouve, en fait, quand on réfléchit, qu'on retrouve partout. Que ce soit dans nos contes quand on était enfant, les contes que nos parents nous lisaient et qu'on a appris à lire un peu plus grand. Dans les publicités, tout à l'heure, on parlait de pub. Dans les discours politiques, là, ça a été la période, il n'y a pas longtemps, où effectivement, donc on voit que ceux qui écrivent les discours utilisent aussi ces techniques de storytelling. Il y en a, alors moi j'aime beaucoup les TEDx. Il y en a également qui utilisent cette technique-là pour raconter des histoires. Les fameux retours d'expérience qu'on peut faire aussi en formation, où le formateur qui a une expérience longue sur un domaine va apporter une note ou une couleur par rapport à ses expériences, et s'il le raconte comme un conte, ça va apporter plus de poids. Beaucoup plus d'impact et justement permettre une meilleure mémorisation. Et du coup, en fait, cette technique-là de storytelling, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Et il y a 4 étapes clés à mettre en œuvre. Et justement, donc pour ça, on vous a sélectionné un livre. Hop, voilà. Un livre qu'on a lu et relu et encore relu. Qui permet... Hop, voilà, pour les manettes. Qui permet justement de créer et de comprendre comment est-ce qu'on utilise le storytelling en formation. Et c'est vrai que sur certaines parties de la formation, moi, ça a complètement transformé ces parties-là, quoi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'effectivement, on peut utiliser le storytelling avec une histoire qu'on a vécue, mais on peut aussi inventer une histoire de toute pièce. Moi, je sais que j'ai déjà fait avec des BTS où je devais aller former pendant une journée des BTS en CFA dans un CFA, dans un truc manuel où clairement, j'avais aucune expérience. Moi, j'étais pas là pour la partie technique du domaine, mais pour une partie emploi.
Et du coup, c'est vrai que... Ah, alors c'est Nathalie, on a... Ah, salut Nathalie, bonjour, bienvenue. Nathalie qui nous dit « J'ai suivi une conférence complètement plate où l'animateur lisait son PowerPoint. » Bah ouais. Ouais, et clairement, il n'y a rien de pire que de faire ça, même 1 heure. Hein. Même 1 heure, ça suffit pour, casser l'ambiance. 1 quart d'heure juste après manger, je peux vous assurer qu'il y en a qui peuvent faire une bonne sieste. Ouais. Moi, le premier. Ouais, oui, c'est vrai. Toi, tu as une tendance à t'endormir n'importe où. Mais voilà, il faut vraiment travailler cet aspect-là. Que ce soit dans notre formation, que ce soit dans nos pubs aussi, hein, parce que c'est un échantillon de nous qu'on vient donner. Partout où on peut, il faut utiliser des techniques qui nous permettent d'aller au-dessus de ça et de venir mettre du peps et de venir, de venir réveiller. Alors moi, je suis partisan du learning by doing. Ouais. Apprendre en faisant. Ouais. Et puis tout ce qui est technique lié à la formation où le principal, celui qui apprend le plus, celui qui enseigne ou qui forme en fait. C'est un des principes clés. Et du coup, si j'inverse, c'est-à-dire que je mets moi en position de participant et je mets en action mes participants à eux-mêmes apprendre et à former les autres sur le domaine avec les contenus qu'ils ont, moi, j'ai tout intérêt à faire ça parce que je sais qu'ils vont vivre des expériences incroyables. Ouais. Et lors de la préparation de ces moments ateliers des uns envers les autres, mon but, c'est de les amener à ce qu'on appelle le moment de flow. Mmh. Le fameux état de flow. L'état de flow. Donc, la personne qui a modéliser ça, c'est Mihaly Csikszentmihalyi. Alors, juste pour le fun, on va vous mettre son nom dans le... Oui, puis le livre que je vous recommande, qui est en français, c'est Vivre. Voilà, donc celui qui arrive à le dire d'un coup, franchement, faites-nous signe dans le chat. Parce que nous, se entraîner, on n'y arrive toujours pas. Oui, c'est un nom entre malgache et hindou, et donc du coup, c'est on s'est entraîné, hein, vraiment. Hein. Mais pourtant, il est américain, il a des origines à l'étranger. Le livre s'appelle donc Vivre. Le livre qui l'a fait connaître et ses études et son travail qui a été connu, c'est le flow, l'analyse du flow, le bonheur. En fait, il a démontré que ce qu'on avait besoin, nous, et pour le coup, c'est très important de connaître cette technique et cette théorie, parce que c'est elle qui nous aide aussi à positionner correctement les objectifs pédagogiques sur l'échelle ou sur la taxonomie de Bloom, par exemple. Le flow, en fait, c'est pour pouvoir amener les gens dans un état de bonheur. Ouais, et là, bonheur optimal. De bonheur on optimal. On peut pas aller plus haut. Et donc, du coup, le moment où on fait les exercices, on fait les pratiques, où on fait les choses, quand on est dans un moment de flow, on n'a, entre guillemets, aucune émotion. C'est-à-dire qu'on est tellement concentré sur ce qu'on est en train de faire que la seule émotion qui est générée dans la formation, c'est le formateur qui a peur de voir ses stagiaires participants être tellement concentrés qu'ils ne font plus attention à lui, en fait. Oui, ça nous est déjà arrivé, ça. Et donc, du coup, oui, l'émotion est pour le formateur et pas pour le participant au moment où ils font les choses. Parce qu'il y a une adéquation entre leurs compétences et le défi qu'on leur a proposé, et ils sont vraiment dans la balance exacte qui fait qu'ils sont concentrés. Et par contre, au moment où ils sortent de cette activité, même s'ils sont encore dans l'état de flow, on peut les ramener avec des événements émotionnels pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont réussi à faire, de leur rendre fiers du travail qu'ils ont accompli, de la réussite qu'ils ont établie. Donc, du coup, on va les mettre, entre guillemets, sur un piédestal. Ouais, on va les mettre en lumière, le résultat qu'ils ont fait. Et du coup, c'est là où ils vont faire l'apprentissage réel de la pratique qu'ils viennent d'expérimenter, qui les a amenés dans un état de flow. Et c'est ce moment-là de débriefing, entre guillemets, qui permet cet apprentissage, et c'est vraiment important de le construire, de structurer pour qu'ils puissent prendre conscience de ça. Sinon, ils n'ont pas conscience, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'exercice,
ils ont été tellement concentrés qu'ils n'ont pas forcément fait le lien, même si on a expliqué, etc. Moi, j'explique le but de l'atelier, je dis qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. Les gens font l'atelier et puis après, juste en sortant de l'atelier, ils ont été tellement concentrés qu'ils disent mais pourquoi j'ai fait ce truc-là en fait? Parce qu'ils ont oublié le contexte initial. Et donc, du coup, en retravaillant, en débriefing, refaire le lien entre l'objectif, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils pourraient faire, va amener des nouvelles émotions. Et souvent, ce qu'on va chercher, ça va être le haha moment, le moment incroyable, l'illumination, le truc qui dit « Waouh, c'était ça ce truc !» Même si pour vous, ça vous paraît évident, peut-être que pour certains participants, c'est là où ils disent « Waouh, j'avais pas compris ça !» Et du coup, c'est parti. Et ça, c'est vraiment une partie importante. Ouais, c'est clair. C'est clair. L'autre élément qu'on peut partager pour amener des émotions fortes, et là, je l'ai encore expérimenté, j'étais en déplacement pour un de mes clients sur Brest, là, lundi, mardi, mercredi. Je suis rentré hier, tout ça. J'ai envoyé des messages, essayé, tout ça. Je vais montrer des photos. Et c'est l'aspect visuel. Ouais. Alors, c'est vrai que les supports, alors moi, j'adore faire des beaux supports. Je pense que c'est mon petit côté artistique qui peut s'exprimer. Et c'est vrai que je matérialise toutes mes formations au travers de supports. Parce que j'aime bien avoir un fil conducteur et ça me permet, moi, d'être rassurée avant mon animation, de savoir que j'ai quelque chose sur lequel je peux me reposer. Donc, les supports, c'est super important. Il y en a différents. Donc, il n'y a pas que le PowerPoint qui existe. Il y en a d'autres. On peut les rendre beaux, ça c'est clair. On peut les rendre beaux, on peut les rendre attrayants. On peut faire pour qu'il y ait plus d'images que de mots. Mais clairement, moi, je me dis, imaginez une formation qui dure une semaine de PowerPoint. Au bout d'un moment, c'est on n'en peut plus. Donc, il y a d'autres supports qui existent et il y a d'autres façons de matérialiser ce qu'on a à dire. Et là-dessus, je te laisse prendre la main. Ouais, alors moi, j'utilise beaucoup les techniques de sketchnoting et de facilitation graphique. Donc, du coup, je vais faire des magnifiques A0 qui vont servir de support. Donc, certains sont faits à la volée en fonction du contenu que je vais apporter et des travaux que je vais faire. Et puis, il y en a qui sont déjà préparés en amont pour pouvoir mettre en place les ateliers de réflexion, de travaux, de mise en pratique, etc. Et souvent, les émotions qu'ont les participants avec ces beaux supports, la physique, mais ça peut être fait aussi d'une façon virtuelle avec Geniali, par exemple, ou avec des outils comme Klaxon. On peut faire des jolies choses. Les gens, en fait, la première réaction, c'est « Waouh, c'est beau, c'est magnifique ». Et puis quand on leur dit « Il faut écrire dessus », et là, ils n'osent pas. Mais c'est trop beau, je ne vais pas écrire dessus. Ils ont la peur de venir modifier le truc, alors que justement, on va les inviter à le faire. C'est vraiment important qu'ils le réalisent. Et de notre côté, on peut utiliser ces mêmes techniques pour son livret et d'amener les gens à identifier que le livret, même s'il est beau, en fait, on peut écrire dessus. C'est pas. Il sera pas moins beau. Il sera pas moins beau. Il sera adapté à la personne. À la personne. Il sera adapté à la personne. Et une fois que ça c'est passé, cet effet, cette barrière est passée, en fait, les gens ont plaisir à écrire, ont plaisir à travailler sur le truc parce que c'est joli, en fait, parce que c'est beau. Même si ils peuvent avoir cette appréhension, cette peur qui peut être mise en place, n'empêche qu'une fois que c'est fait, ils ont quand même plaisir à écrire dessus. Ils se disent c'est quand même plus agréable. Je prends souvent l'exemple moi j'appelle ça du papier toilette qu'on met comme pop-board dans certaines salles. On met des espèces de trucs qui sont tellement fins que quand on écrit, ça traverse. La cata. Souvent, on les reconnaît. Ils sont un peu bruns, ils sont pas blancs, ils sont un peu comme du papier recyclé, mais un mauvais recyclage, en fait. Et puis, un recyclage qui a foiré. Et puis après, au toucher, on le sent, c'est un peu... c'est quand on écrit, on voit que ça traverse, ça, c'est clair. Et puis, deux, au toucher, on a l'impression que c'est une sorte de papier
ouais, un papier toilette bas de gamme, quoi. C'est pas le triple épaisseur, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est juste une couche très fine, etc. Et c'est un papier un peu craft. Ouais, oui. Ouais. Et là, en fait, quand on s'amuse à regarder, moi, je me suis toujours posé la question de pourquoi les gens ils achètent ça. Ils me disent oui, mais c'est pour les histoires de coûts, d'accord, mais un rouleau de papier de 30 feuilles de cette catégorie qui me disent là, c'est 4 €. Et puis celui que moi j'utilise, un papier blanc spécial pour épais, etc., qui fait entre 80 et 100 grammes du mètre, c'est 5 €. Mais le résultat, il n'y a pas photo en fait. Sur l'un, je ne peux pas faire un joli poster, alors que l'autre, je peux le faire. Et puis si tu doubles tes feuilles de papier à papier toilette, là, comme tu dis, du coup, t'es perdant, quoi. Bah, t'es perdant parce que, tu es sans arrêt en train de refaire tes panneaux. 2, t'as pas trop envie d'écrire dessus. Ouais. Ça te donne pas envie. Souvent, tu vas écrire comme un cochon. Ou bien tu doubles tes feuilles. Moi, c'est ce que je faisais dans un truc où j'étais obligée de doubler les feuilles, sinon j'écrivais sur les murs. Non. Ouais, et puis, tu fais moins d'efforts pour faire un joli cadre, faire une jolie écriture. Tu as tendance à bâcler. T'as le feutre qui file et tout. Ouais, souvent, t'as la totale. Tu fais ton truc en haut, t'es pleine de feutres là. Tout ça pour économiser 1 € sur un rouleau. Ouais. D'accord, on parle de 1 €. C'est rien en fait, c'est que dalle, alors que c'est notre outillage. Ouais, bah oui, non, faut faire attention. Donc voilà. Donc c'est vraiment important et je pense qu'on peut amener quelque chose de nouveau, une expérience nouvelle auprès de nos apprenants. Tiens, je te laisse faire le truc. Vas-y. Et on va vous partager pour le coup, si ça vous intéresse d'apprendre à faire du sketchnoting et de l'utiliser dans le cadre de l'apprentissage. Donc le livre s'appelle Apprendre avec le sketchnoting, comment réenchanter les manières d'apprendre grâce à la pensée visuelle. Donc c'est vraiment l'outillage lié à l'expression visuelle. Et donc faire des jolis panneaux, ça ne demande pas plus de temps. Concrètement, ça va vous prendre peut-être quelques secondes de plus pour le rendre joli. Mais ça a un effet complètement différent. Et c'est pareil, alors moi, je sais que j'appréhendais un petit peu le sketchnoting en me disant, machin, je suis pas une grande dessinatrice dans l'âme, quoi. Moi, sortie de la maison du soleil et éventuellement un pommier. Et du coup, je me mettais une barrière, en fait, je me mettais un blocage face à ça en me disant, mes dessins, ils sont pas terribles, je vais jamais y arriver. Et du coup, là, en fait, avec ce livre-là, on se rend compte que on s'exerce à la maison sur un brouillon ou peu importe. Et au final, c'est super simple. C'est super simple de faire des trucs jolis. Il faut juste suivre les indications, comme des petits bonhommes, tout ça. Moi, je voyais le bonhomme tétard qu'on fait quand on est gamin. Et là, ils vous font des petits ronds et tout. Non, franchement, honnêtement, ça se fait bien. Si vous avez la même appréhension que moi, en vous disant je suis pas une grande dessinatrice ou un grand dessinateur, vous inquiétez pas. Il faut pas faire des choses très compliquées. Faut pas avoir fait des beaux-arts. Des dessins avec des formes très simples. C'est juste un assemblage de formes très simples qui fait que ça rend quelque chose de différent et que les gens disent waouh. Alors que nous, on sait que c'est super simple en fait. Oui. Moi, j'utilise la technique de j'arrive jamais à le prononcer. Usmo, ce sera plus simple. C'est une technique qui provient d'un Français allemand. Il est double nationalité et il a construit une formation relativement simple sur l'apprentissage du dessin comme ça, où on utilise des lettres, des formes simples, etc. Oui. Et typiquement, donc Usmo, en utilisant ces lettres-là, permet de créer une ampoule pour pouvoir représenter une idée. Oui, tu m'avais montré ça. Et donc, c'est super simple. On crée un U, ensuite on fait un Z, ensuite on fait un M, ensuite on fait un O, et voilà. On a Usmo, donc les lettres utilisées, et puis après, plus qu'à mettre un peu de couleur. Et puis, c'est des moyens mémotechniques, c'est bien, c'est top. On arrive au bout. Ouais. De ce qu'on voulait au moins partager. On vous rappelle
ce qu'on voulait, en tout cas, le message qu'on voulait partager avec vous, c'est que les émotions sont quelque chose d'important en formation. On peut l'apporter, ces émotions, quelle que soit la formation qu'on anime. Ouais, quel que soit le format. Ouais, on parlait des vidéos. Si vous faites des vidéos pour vos e-learning, en plus des petits ateliers, etc., vous pouvez raconter des histoires pour amener justement l'effet émotionnel que constitue l'histoire en elle-même. Ouais. Ça peut être de la classe virtuelle, ça peut être du présentiel. Donc, on vous a présenté trois grands principes qu'on peut mettre en œuvre lors de ce live. Donc, le storytelling. Donc, le storytelling, l'état de flow, l'expérience du flow et le plaisir visuel qui passe par le sketchnoting. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, nous faire un petit pouce, un petit cœur. N'hésitez pas à commenter aussi au fur et à mesure de la vidéo. Si vous nous regardez en replay, il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir. Si vous pensez que ce live peut aider un collègue, un ami, une connaissance, peu importe votre degré d'intimité, n'hésitez pas à lui transmettre le lien du groupe. Donc, on l'accueillera avec plaisir. Comme ça, il pourra profiter du live lui aussi. Ouais. Alors, jeudi prochain, exceptionnellement, nous n'aurons pas de live. Parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a un peu de carton à la maison. On est en plein déménagement et on déménagera le vendredi. Donc, le jeudi, on va être en occupation forte. En plus, c'est férié. Oui, en plus. Donc, on sera vraiment à la limite. Les déménageurs arrivent le vendredi matin, donc il faut que tout soit fait. C'est ça. Donc, jeudi, et donc du coup, on risque de se retrouver avec des montagnes de carton ici. Donc, il n'y aura plus d'ordinateur de toute façon, donc ce sera réglé. Et au lieu de vous faire un live enregistré, on a préféré se dire, vaut mieux faire une petite pause. Oui, c'est pour mieux vous retrouver dans 15 jours. Mieux vous retrouver dans 15 jours. On vous tiendra. Je sais qu'on a du mal à tenir l'annonce du mercredi, mais là, je vais mettre, je pense, la semaine prochaine. Mercredi prochain, je mettrai l'annonce pour la semaine d'après. Comme ça, on aura un événement spécifique. Comme ça, vous saurez en plus le thème. Si vous avez un thème particulier que vous voulez voir apparaître, n'hésitez pas à nous le marquer, à nous mettre en commentaire. Ce serait bien de traiter ce sujet-là. Je sais qu'il y a des gens qui, quand ils rentrent dans le groupe, nous parlent des difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou des défis. Merci. merci beaucoup. Oui, enfin, le déménagement, c'est jamais ce qu'on préfère. Merci Frédéric. Donc oui, on va faire ça. Et donc la semaine prochaine, je vous mettrai mercredi l'événement, comme ça, la semaine d'après, tout sera prêt. Tout sera OK. Super. Et puis, on vous souhaite une belle semaine. Bonne journée, bon appétit. Profitez des prochains week-ends qui sont longs. Et bonne formation. Reposez-vous.